Vice-présidente du Conseil régional du Ourodougou, directrice générale adjointe des impôts. En 2018, elle obtint son diplôme en expertise comptable. Mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement deviné, nous sommes entre les mains expertes de Madame Maferima Bamba Mbaya. Bonjour et bienvenue à Getounomi. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, qui est exactement Madame Maferima Bamba? Vous avez tout dit. Je suis Maferima Bamba, épouse Mbaya. Oui. Mon mari, c'est M. Mbaya Jean-Sylvain Kwadio. Et j'ai 2 enfants. Comme vous l'avez dit, je suis directeur général adjoint et je suis première vice-présidente de la région du Ourodougou, conseil régional du Ourodougou. Et nous voilà tout présenté. Allons donc, remontons un tout petit peu le temps, allons donc dans votre ville natale. Vous venez d'où exactement? Disons que je viens de Séguéla et ma mère vient du Séguéla, mon père vient du Séguéla. Pur produit, 100%. 100% du Séguéla. D'accord. Et disons que nous sommes nés à Abidjan. Oui. Et être né à Abidjan, ça veut dire que nous avons tout fait à Abidjan. Les parents étaient à Abidjan, ma maman et tout. Donc le village, c'est maintenant que je découvre beaucoup de choses. J'y suis allée de temps en temps quand j'étais très jeune, pendant les vacances. Oui. Bon, je savais un peu de quoi il s'agissait et tout. Je voyais les jeunes dames, je voyais les jeunes filles, je voyais tout le monde évoluer correctement. Donc, je me suis dit en son temps que j'avais beaucoup de choses à faire pour aider les parents. Mais dans ce sens, effectivement, pour aider les parents, je me suis dit, si je suis, parce que bon, il y avait beaucoup de maladies, des parents qui tombaient facilement, qui n'arrivaient pas à se soigner. Donc, je me suis dit, être médecin, ce serait formidable pour pouvoir aider ces personnes. Donc, mon objectif étant enfant, était d'être docteur en médecine. Docteur en En médecine. médecine. Alors, vous avez dit que vous avez découvert justement votre chez vous, entre griffes, pendant les vacances. C'était donc l'occasion idéale. Alors, lorsqu'on se rendait à Séguéla, quels étaient les plus beaux souvenirs? Et écoutez, il y avait tellement de choses, tellement de belles choses. Parce que c'était une organisation mise en place par nos aînés en son temps et qui nous poussait à aller au village. Parce qu'on avait des soirées, on avait des journées culturelles, on avait des kermesses et chacun essayait de montrer sa compétence. Et vraiment, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et pour finir, tout ça, puis, ça correspondait aux périodes d'indépendance. Et à la belle affaire d'indépendance. Oui, qui à l'époque était tout autre chose. Et pour terminer, c'était une grande fête. C'était un bal extraordinaire. C'était, comme on dit, le bal poussière en son temps. C'était vraiment, vraiment intéressant. Vous aimez danser? Ah, j'adore danser. Ah, d'accord. Donc, c'était vraiment bon à l'époque. C'était bon, ouais. Alors, justement, revenons sur votre parcours scolaire, du primaire, je dirais à la formation supérieure ou estudiantine. Puisqu'arrivé un moment, vous avez décidé d'être médecin. C'est toute une histoire. Hein. Quand j'étais toute jeune, je n'aimais pas trop rester avec les autres enfants, mes petites sœurs, mes sœurs, jouer et tout ça. J'étais toujours un peu isolée, les bras croisés, en train souvent de donner des directives. Non, toi, ce que tu fais, c'est bon, l'autre, c'est pas bon. Et j'ai mon oncle qui a pensé, j'avais peut-être 4 ans, même pas encore 5 ans. Il a dit, mais celle-là, il faut que je m'occupe d'elle. Et lui, il était commis amant. Oui. Donc, d'emblée, il a décidé de m'amener avec lui à moi. De vous encadrer un tout petit peu. De m'encadrer. Je n'avais même pas encore 5 ans quand il est venu, il a décidé. Et je suis allée à moi avec lui où j'ai commencé le CP1. D'accord. Et le CP2, ma mère dit non, 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 il faut que ma fille revienne. Elle est trop jeune pour rester seule avec, même si c'est mon frère bien-aimé, je préfère qu'elle revienne, que moi-même je puisse. Et elle n'avait même pas fait l'école, elle n'était pas scolarisée, elle n'était pas lettrée. Mais son objectif, en son temps, que tous ses enfants, nous sommes pratiquement 8, on était pratiquement 8, tous les enfants de ma mère sont allés à l'école. Et quand nous sommes venus, j'ai commencé l'école primaire à l'école S2
aux 220 logements. D'accord. Après l'obtention du CP et l'entrée en sixième, je suis allée à l'école moderne, au collège moderne d'Adjamé. Oh, après le BPC, il fallait l'entrée, aller au lycée. Bon, pour nous, Oui. c'était le classement. Donc, Mhm. on avait de très, très, très bonnes moyennes. Donc, je suis allée au lycée classique. Mhm. Nous sommes allés à Yamoussoukro, avec de grandes écoles à Yamoussoukro. Oui. Mais moi, je suis restée au lycée classique Classique d'Abidjan. où j'ai fait la seconde, la première et la terminale, couronnée par le bac D. Et ensuite? Le bac D, parce que déjà en troisième, ma mère voulait que je sois sage-femme. Parce que sa grande sœur, l'une des premières sages-femmes de Côte d'Ivoire, n'a pas survécu à l'accouchement, un accouchement. Et donc, c'est resté à travers la gorge des parents. Ils voulaient que, bon, au moins un des enfants ou une fille soit sage-femme pour la remplacer. Et donc, on devrait choisir, disons, on nous disait de faire des choix, des métiers, des sections où nous devons aller. Et j'avais décidé d'être sage-femme déjà, puisque je voulais être docteur. Si je veux, nous, docteurs, sages-femmes, tout ça, c'était pareil, on ne savait pas, on ne faisait pas la différence. Oui. Et ma prof, qui était notre prof principale, me dit, bon, tu as des très bonnes moyennes, moi je pense qu'il faut continuer, on ne sait jamais. Oui. Donc je suis venue à la maison, j'ai informé ma mère. Elle a dit, oui, il n'y a pas de problème. Comme elle a dit, continuons. On était ensemble, hein, on était serrés, ma mère et moi, coude à coude. Donc elle dit, bon, on continue comme si c'était deux personnes, deux amis. Donc je suis arrivée en terminale D. On appelle le bac D, Dieu merci, ça marche. On devrait aller à l'université. Et mon université, c'était la fac de médecine. À ma grande surprise, je suis affectée en fac de sciences éco. Mais je dis pas question, je ne peux même pas aller en sciences éco, ce n'est pas possible. Je suis allée voir ma mère et tout. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions en famille. Oui. Parce que j'étais un grand frère, mon grand frère. On a passé le bac en même temps. Nous deux, tous deux, on était affectés en fac de sciences éco. On a dit, il faut choisir une personne. Toi, la femme, tu vas aller en sciences éco. L'homme, peut-être c'était important, c'est lui l'homme. Il doit aller en fac de médecine. Oui. Et lui, il est allé en médecine. Moi, je suis allée en sciences éco. Et je vous dis que je ne regrette pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprend. Et je me suis dit, ce titre de docteur, il faut que je l'aie un jour. Parce que je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Et donc, ça, dans Sciences Éco, j'ai fini à part de Sciences Éco. J'ai eu ma maîtrise en Sciences Éco. Maintenant, pour travailler dans les années 85 et tout, c'était un peu compliqué pour la Côte d'Ivoire. C'était le début de la crise avec la baisse du prix du café cacao et tout ça. Et le chômage pointait du nez concernant les jeunes cadres. Donc, il a décidé comme ça de nous redéployer à la fonction publique sans passer le concours. C'était même pas dans nos... Vraiment... C'était pas dans vos projets, dans vos nos plans. projets, être à la fonction publique. J'ai dit, moi, je ne peux pas aller à la fonction publique pour aller voir combien. J'ai discuté avec ma mère comme ça. C'était la première fois qu'on discutait. Elle dit, ça ne fait rien. Même si on te dit d'aller prendre 5 francs, moi, je te recommande, vas-y. J'ai dit, maman, moi, je vais aller dans une banque pour travailler. Je ne veux pas aller à la fonction publique. J'ai fait 1 an de discussion. Et au dernier moment, il y a eu un communiqué à la radio qui disait, ah, tous ceux qui ne sont pas venus prendre leur poste seront radiés immédiatement. J'étais assise là, puisque je n'écoutais pas la radio. Ma grande soeur s'est déplacée. J'étais à Boaké en cette période-là. Elle s'est déplacée, venue me chercher. Elle dit, tu montes dans ce cas, on va à Abidjan, tu vas prendre... Et c'est une instruction de notre maman. J'ai dit, bon, que faire? Puisque je n'ai rien eu de mieux, je vous suis. Et voilà que je rentre dans la fonction publique. Et j'étais à l'école forestière de Boaké, j'ai été affectée. Et là, on m'a mise comme chef du personnel. Oui. Et comme c'était une école, on donnait les cours, tous les cours. Comme j'avais fait Sciences Éco, j'ai commencé à donner les cours de statistiques. Et ça m'a permis vraiment à sortir
financièrement, comment on peut dire, du noir. Oui. Puisque, bon, on gagnait combien? Peut-être 70 000, puisque nous étions des agents temporaires. Oui. Un an après, on devenait fonctionnaire. Et quand on était fonctionnaire, on avait 120 000. Et avec les cours que je donnais, j'avais des millions. Et c'était extraordinaire, millions. J'ai dit, ah. Et j'ai omis quelque chose. Parce que j'ai ouvert mon compte, mon premier compte, quand j'étais à l'université. Quand on nous a donné nos premiers quadios, je suis allée déposer, j'ai ouvert Alors, un compte. on va rappeler un peu c'est quoi les quadios pour ceux qui nous suivent. Les quadios, ce sont les bourses que Voilà, l'on donnait. que l'État donnait aux étudiants. Que l'État donnait aux étudiants. Donc, j'ai ouvert mon compte. J'ai dit, ah, comme j'ai ouvert ce compte-là, il faut que je fasse tout pour que ma mère puisse aller à la Mecque. Puisque quand on était encore jeune, c'est elle qui a tout fait pour que sa mère parte à la Mecque. J'ai dit, bon, moi, je dois tout faire pour que cette femme-là, je puisse la faire partir à la Mecque. Donc, j'ai ouvert le compte. C'était pour que ma mère puisse aller à la Mecque. Je disais que, bon, en son temps qu'elle a fait partir sa mère, c'était 150 000. Donc, j'ai dit, bon, elle, ce que je gagne, il faut qu'elle parte à la Mecque. Maintenant, je mets les 150 000, on dit non, c'est insuffisant, c'était 700 000. Donc, il fallait travailler. Et donc, quand j'ai eu mon premier million, la première chose à faire, c'est de faire partir ma mère à la Mecque. Pour que j'ai des bénédictions, pour que j'ai la force, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit contente, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Puis bon, c'est vrai, nous, chez nous, dans notre région, c'est vrai que nous avons nos pères. Oui. Mais c'est la mère qui est tout. C'est elle qui se bat, c'est elle qui fait tout. Et nous avons été élevés par notre grand-mère qui vivait avec nous à la maison. Et la maman était toujours partie. Mais elle était commerçante. Elle venait, mais elle était toujours avec nous. Nous étions ses amis, ses confidents. Nous étions tout pour elle. Et elle avait fait beaucoup plus de filles. Sur 8 enfants, elle avait 6 filles. Et ce sont les 2 derniers qui étaient des garçons. Ça aussi, c'est une histoire. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire dans la vie. Mais même le Coran, le Saint-Coran le dit, la bénédiction d'une mère n'est pas comparable. On demande même à ce que chaque matin, on puisse s'agenouiller devant les mères pour avoir leur bénédiction. Si. Donc, vous n'avez fait que suivre non seulement votre instinct. Je suis très heureuse d'avoir pu faire cela pour elle, parce qu'elle n'est plus. Et chaque jour que Dieu fait, je la regrette. Mais c'est sûr qu'elle est fière de vous. Oui. Elle serait fière de moi. Elle est déjà fière, hein, parce que vous avez déjà fait beaucoup, envoyer sa mère à la Mecque. Oui. C'est quelque chose d'énorme, c'est le souhait de chaque enfant sur cette terre. Et il y a d'autres qui n'ont pas cette possibilité-là de le faire parce que les parents partent tôt. Vous avez pu réaliser ce souhait-là même qu'elle-même elle souhaitait aussi aller faire un tour sur la Terre Sainte. Et c'est sûr que là, elle est vraiment, vraiment fière. Alors, vous avez déjà parlé de vos premiers pas dans la vie professionnelle, ce qui vous a permis d'avoir vos millions en donnant des cours. C'est pour dire que derrière, il y a eu une belle base. Et de là à, je dirais, la direction régionale des impôts. Comment on évolue? Bon, quand j'étais, disons, toujours à l'école forestière, mais étant fonctionnaire. Et à un moment donné aussi, il y a eu un déficit de personnes compétentes au niveau de la direction générale des impôts qui avaient besoin des jeunes cadres. Et on nous a fait appel. Donc, nous sommes allés nous inscrire au niveau de la fonction publique pour être redéployés au ministère de l'économie et des finances en son temps, à la direction générale des impôts. Donc, on était là en tant qu'attachés des finances, à peu près du même niveau que l'inspecteur des impôts, mais n'ayant pas fait l'ENA. D'accord. Donc, vous voyez, l'ENA, c'était l'école d'élite. Oui. C'était l'école par excellence. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Mais si vous ne passez pas par l'ENA, il peut avoir le même titre qu'un ENAC, ça ne veut rien dire. Oui. Donc, vous comprenez que, bon, il y avait beaucoup de frustrations, il y avait beaucoup de choses, tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit, ah, je suis au milieu, pourquoi ne pas monter? Il me restait peut-être un petit pas pour être administrateur. J'avais tellement peur de l'ENA, je me disais c'était trop difficile, c'est trop compliqué. Et un soir, à 17h, j'avais une amie à qui je fais un clin d'œil,
qui est Madame Poirette, Dawa, c'est tout. Il dit, chère sœur, qu'est-ce que nous attendons? Alors, on va jeter un coup d'œil. Même si on dit que c'est des lions que l'ENA mange les gens, on va aller essayer. Si ça nous mange, on va réessayer jusqu'à ce que nous puissions avoir le dessus. Donc, nous sommes allés à 17h. Nous avons rencontré des personnes pour nous encadrer en attendant que nous-mêmes, nous soyons plus en même de nous battre. Parce que donc, il y avait des encadrements, des professeurs et tout. Oui. Nous avons touché des professeurs que nous connaissons nous-mêmes, qui ont refusé de nous encadrer. À 1 mois, vous venez chercher quoi? Je dis non, ce n'est pas pour avoir l'examen, on est venu pour passer le concours, pour voir comment ça se passe. Oui. Nous, on n'a pas peur de redoubler ou bien de reprendre, on est venu pour aller, pour voir ce qui se passe à l'ENA. Parce que l'ENA, en son temps, vraiment, c'était l'ENA. Ce n'est pas n'importe qui rentrait à l'ENA. Donc, je voudrais rendre un hommage vraiment mérité à 2 professeurs, Monsieur Feu Faye, Monsieur Faye Maurice, qui n'est plus de ce monde, et à Monsieur Douetaï. Ces 2 personnes nous ont rencontrés et dit, bon, nous, on va essayer de vous encadrer, mais battez-vous. On voudrait qu'un mois, vous mettez ça à profit pour pouvoir bien travailler. Et donc, chaque jour, on a mis stand-by à tout ce que nous faisions au bureau. Puisque, bon, on était des... Qu'est-ce qu'on nous donnait? On ne nous considérait pas tellement à cette période en tant qu'attachés des finances et tout. Et donc, on a commencé à bien travailler, à aller bosser tout le temps. Ils nous ont vraiment encadrés comme ils se devaient. Et à un moment donné, on dit, mais ces 2 garçons-là, pourquoi ils nous aident sans rien, on ne paye rien, ils ne nous demandent rien. Et moi, je n'avais pas de voiture. Je venais à l'ENA et j'habitais le quartier Brié. Et on bossait jusqu'à minuit. Et M. Douetaï, vraiment, je rends hommage à ce monsieur. Il m'accompagnait chez moi à la maison. Il rentrait dans la famille, saluait ma mère, saluait ma grand-mère, saluait toute la famille. Il dit, je suis venu déposer votre fille. Priez pour elle pour qu'elle ait son examen. Ah non, c'est inimaginable en fait. Je suis une femme. Peut-être que je ne suis pas belle, mais quand même, quand j'étais jeune, je pouvais faire envie. Mais ce monsieur n'a jamais eu cette idée de penser à draguer ou quoi que ce soit. Nous a aidés, ma copine et moi, jusqu'à ce qu'on donne les premiers résultats du concours de l'ENA. Et j'étais admissible en même temps que mon ami. C'était extraordinaire. Bon, j'aime le mot extraordinaire. C'était vraiment quelque chose d'inimaginable. Ce n'était pas possible pour les autres. En 1 mois, aller faire un concours comme l'ENA à cette période et être admissible, ce n'était pas donné. Et Dieu merci. Chez moi, ça marchait. Après l'oral, et moi, ça marchait. Et mon ami, ça n'a pas marché. Comme on le dit souvent, Dieu, il a toujours... comment on peut dire ça? Un plan pour tout un chacun. Et ma copine, elle était mariée à un Français. Et à cette même date, le Français rentrait en France. Et il était affecté à notre poste. Et elle est rentrée avec lui. Et là, elle a été fonctionnaire français. Donc, je me dis que tout ce que Dieu fait est extraordinaire pour nous. Donc, voilà un peu comment je suis rentrée à l'ENA. Et après l'ENA, je suis retournée forcément à la Direction générale des impôts là, en tant que vérificateur polyvalent, qui était seulement apanage des hommes. C'est seulement les hommes qui étaient des vérificateurs, on ne voulait pas de femmes. Ah bon? Ah oui, on ne voulait pas de femmes. On dit les femmes, nous sommes trop sensibles, nous sommes émotives. Nous, on ne pourrait pas aller discuter avec les chefs d'entreprise. On serait très, très immédiatement sous le charme ou bien quelque chose. Vraiment, on ne faisait pas confiance à la femme. Et bizarrement, dans ma promotion, j'étais la première, j'étais major de ma promotion en sortant de l'ENA. Et j'ai dit, mais on prenait en son temps, c'était vraiment élistique, c'était pas n'importe qui partait disons, au service de la vérification à la Direction générale des impôts.
Et moi, j'étais parmi les hommes, j'étais en tête. On me saute, on prend ceux qui sont... Ceux qui suivent juste qui derrière. suivent juste. Et Dieu merci, je vous dis que Dieu, il est miséricordieux, Oui. comme il a un plan pour tous. Le DG, M. Adoni, qui était là, n'était pas fiscaliste. Peut-être il n'était pas rentré dans ce système, ce système masculin en son temps. Donc, je suis allée le voir. Et avant d'aller le voir, je suis venue, j'ai dit à mon mari comme ça, on m'a dit que je vais au plateau et je ne pourrais pas aller à la vérif. Il dit non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas baisser les bras. Oui. Bats-toi. Va voir le DG, puis tu lui expliques. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée, j'ai dit, monsieur, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Je dis, bonjour monsieur, je suis venu vous rencontrer avec notre décision de placement. Que bon, voilà, je lui ai expliqué et on m'envoie au plateau et on envoie tous les hommes à la vérif. Quand il a regardé, il dit, c'est pas possible. Vous avez une très bonne moyenne. Oui. Donc, il a appelé le directeur de la vérification, mettez la jeune dame à l'endroit où elle veut. Et voilà que j'ai été, disons, la première femme vérificateur de la Direction générale des impôts. Et vous avez surclassé les hommes, je suppose. Bon, effectivement, ce n'était pas aussi évident. Et tenez-vous bien, après moi, j'ai une autre sœur qui est rentrée. Oui. Et en même temps, toutes deux, on tombe enceinte. Voilà le problème des femmes. Mais là aussi, c'est un défi à relever. Oui. Étant dans cet état, il fallait toujours être présent, il fallait toujours être là, répondre aux exigences du travail. Ce n'était pas aussi évident. Donc, Dieu merci. Et quand vous regardez cette direction aujourd'hui, il y a plus de 50% des vérificateurs qui sont femmes. Ce qui est remarquable, en tout cas, c'est que vous ne vous arrêtez pas aux limites. Ou là où il y a des épreuves, là où il faut foncer, vous foncez directement et vous le faites très bien. On le voit à travers votre parcours que vous avez gravi des échelons. On ne vous a pas choisi comme ça à la volée. C'est parce que vous maîtrisez votre domaine et vous avez évolué tout doucement pour arriver à ce stade. On espère aussi que bientôt vous serez directrice générale. On l'espère, hein? Pas qu'on n'aime pas, on l'apprécie, mais entre femmes, on espère que d'ici quelques années, si on lui propose autre chose, que le choix se portera bien évidemment sur vous. Alors, dites-nous pourquoi le citoyen devrait payer ses impôts? Parce que généralement, vous avez tellement de difficultés à ce niveau, les gens ne comprennent pas tout le temps. Non, c'est ma maison, pourquoi je dois payer des impôts? Non, on a telle chose, pourquoi est-ce qu'on doit payer des impôts? Pourquoi doit-on payer nos impôts? Vous savez, de tous les temps, depuis l'Antiquité, l'impôt existe. L'impôt, ce n'est pas un instrument nouveau. L'impôt existe depuis les temps des temps. Oui. Même au temps de Jésus-Christ, ça existait. Et il y a comment on peut les appeler, un précepteur qui a dû changer de religion, qui s'est converti au christianisme. Bon, on parle de tout ça, là, ça veut dire que l'impôt existe depuis très longtemps. Et pourquoi l'impôt? Sans impôt, il n'y aurait pas de souveraineté. Sans impôt, il n'y aurait pas eu de pays. Sans impôt, il n'y aurait pas eu de roi. Donc, ce sont les attributs des rois aujourd'hui, ce sont les instruments que l'État utilise pour financer son développement. Et nous, nous sommes à l'orée de notre développement. On parle d'émergence. On est vraiment au début de notre émergence. Et grâce à tout ce que nous avons fait depuis très longtemps, vous voyez les changements intervenus depuis que le président Alassane est là. Parce que lui, il est économiste. Bon, tous les autres présidents, à savoir le président Bédié, c'est un grand économiste, il est docteur dans beaucoup de disciplines. Le président Alassane, lui, c'est sa chose. Il maîtrise les finances et tout. Donc, comme l'impôt, c'est un élément des finances, il a su donner à l'impôt c'est l'aide de noblesse. Parce que c'est sous Alassane, au temps d'Oufoué, quand il était Premier ministre, qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des impôts. Quand on parle de retenue à la source, quand on parle de l'ARC, quand on parle de... Beaucoup de changements sont intervenus sous Alassane. Et quand il est revenu, vous voyez, on était dans les années 2000,
on n'avait pas 1000 milliards comme recette annuelle. C'est sous Alassane que nous sommes passés à 2000 milliards. Ça veut dire qu'il a tout mis à notre disposition pour que ce soit fait. Et ce sont ces recettes-là qui permettent aujourd'hui de construire des routes, de mettre les pompes hydrauliques dans les villages. C'est l'impôt, construire des écoles, c'est fait à partir des impôts. Le bon citoyen, c'est celui qui Le bon citoyen, c'est celui qui doit payer ses impôts. Dans les pays bien organisés, comme les pays d'Europe du Nord, oui, c'est l'impôt qui fait vivre. On est à plus de 50%, 60%. Et on ne se plaint pas. Au contraire, payer ses impôts, c'est un acte civique qui quand tu finis de payer les impôts, tu as une fierté. Notre nouveau ministre, M. Moussa Sanogo, disait que, bon, aujourd'hui, on a mis tout en œuvre. On a fait tout le travail, mais il y a quelques manquements. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme? Est-ce qu'il faut toujours parler de services fiscaux? Est-ce qu'il faut toujours parler aux citoyens, payer vos impôts, sans que nous-mêmes, on ne se remette en cause? Donc, il faut changer de paradigme. Il faut changer notre façon de faire. Ce n'est pas toujours avec la force qu'il faut aller prendre les impôts. Il y a une autre manière plus douce. Et c'est ce qui est aujourd'hui au niveau mondial. Et vous faites des facilités en fin d'année? On fait des facilités. On a commencé, mais on peut aller plus loin pour que, bon, on n'ait plus d'adhérents, on n'ait plus de personnes qui adhèrent à l'impôt, payent leurs impôts pour permettre à l'État d'aller encore plus loin. On a fait beaucoup de choses, il y aurait beaucoup à faire. Tout à fait. Où est-ce que vous allez vous arrêter? On se pose la question. Je le disais tout à l'heure en introduction, en 2018, vous avez donc obtenu votre diplôme en expertise comptable, c'est bien ça? Vous ne comptez pas vous arrêter là, parce que vous avez encore votre doctorat à préparer, que vous êtes en train de préparer. Je me demande si vous n'avez pas fini. Est-ce que vous avez des limites? Bon. C'est pour cela, chaque fois quand on se lève, chaque matin, que Dieu fait, on dit que Dieu nous donne toujours la force et que Dieu nous donne la vie, la santé. Lorsqu'on a tout ça, pourquoi s'arrêter? Il faut toujours se battre jusqu'à ce que Dieu même décide de la fin. Effectivement, quand j'ai commencé, j'ai fini ma maîtrise, j'ai fini l'ENA. Chaque jour, je venais à la maison, je travaillais. Et je pensais qu'il y avait beaucoup d'autres choses que je ne maîtrisais pas dans le cadre de mon travail, puisque j'étais vérificateur. Être vérificateur, c'est pour cela qu'il était difficile d'intégrer les femmes dans ce métier. Et il fallait aller discuter avec des experts en comptabilité, avec les grands directeurs généraux, les PDG en son temps. Et étant petite vérificateur, j'ai dit vérificateur, je suis femme. J'ai décidé de ne pas dire vérificatrice. De féminiser certains mots. J'ai dit vérificateur. Et donc, j'ai dit, bon, pourquoi rentrer à la maison en train de feuilleter les trucs? Je vais aller à l'université, reprendre encore les études en faisant un 2SS en audit et contrôle de gestion. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vous dis que ça m'a aidé beaucoup et ça m'a permis de discuter véritablement avec les experts et d'avoir vraiment des discussions franches sur certaines thématiques. Vraiment, c'était extraordinaire. Bon, j'aime le mot extraordinaire. C'était vraiment bien d'avoir fait cette formation. Et quand j'ai fini cette formation dans les discussions avec d'autres amis, on me disait, ah, il paraît que quand tu deviens expert comptable, en même temps tu es docteur. Oh, je veux être toujours docteur. J'ai dit, ah, ça c'est intéressant ça. Bon, je m'avais m'inscrire. Il fallait passer un test. Je suis allée faire le test et on nous a intégrés. Malgré cela, c'était pour faire ce qu'on appelle le DESCO. J'ai fait la première partie de l'expertise comptable. Je me suis dit, oh, ça, je vais faire ça en un an. Puis bon, ah, mais là, j'ai vu que l'expertise comptable, ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est dur, ce n'est pas facile. Et parce que, bon, il faut travailler et puis aller faire... Il y a la pratique et il y a la théorie. Il y a la théorie, ce n'était pas aussi évident.
Et puis, je n'étais pas dans ce domaine-là. Bon, j'ai fini quand même par avoir le DESCOGEF. Ça, c'était en 2013. Quand j'ai eu le DESCOGEF, maintenant, c'était la deuxième partie, le DECOFI, le diplôme d'expertise comptable. Et là encore, il fallait faire 3 ans comme stage, comme stagiaire, pardon, dans un cabinet. Et j'ai mon professeur de l'ENA qui lui aussi a passé son concours d'expertise comptable en son temps, qui est expert comptable aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé tout le temps avec lui. Oui. Mais j'étais quand même responsable à la Direction générale des impôts. Il y avait une certaine incompatibilité. Néanmoins, j'ai tenu à faire ce travail-là avec lui. Donc, j'étais dans son cabinet les samedis, les jours où je n'avais pas grand-chose à faire, pour comprendre un peu le fonctionnement d'un cabinet d'experts comptables. Donc, c'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce que, bon, je finisse les 3 ans de stage et passer le concours. Et je vous dis, ce n'est pas de l'amusement. Les gens pensent que ça se fait, on a fait ça par complaisance. Non. Parce qu'en 2017 déjà, quand j'ai fini les 3 ans, je suis allée à Dakar pour passer le concours. À un point, j'ai échoué. À un point. Mais je n'ai pas baissé les bras. Oui. J'étais tellement découragée, j'ai pleuré comme une enfant. J'ai dit, mais comment je peux échouer? J'ai pleuré comme une enfant. On dit, mais attends, tout le monde était donné. Toi, tu pleures pourquoi? Tu travailles. Pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais comment je peux échouer à un examen? C'était des choses qui m'arrivaient pour les premières fois. En tout cas, tout ce qui est échec, c'est au niveau de l'expertise comptable que je l'ai vécu, en fait. Que j'ai vécu ces échecs-là. Et l'année d'après, on est allé encore, et Dieu merci, ça s'est très très bien passé. Et j'ai eu mon diplôme en expertise comptable. En temps, puisqu'on avait 3 ans de stage, j'étais là et puis bon, on a un professeur, le doyen Anassé, qui a mis en place une école doctorale pour les jeunes Ivoiriens. En 2015, j'ai passé le test, ça a été concluant et j'ai fait encore le Master 2. Après le Master 2, où vraiment j'ai une bonne tenue encore, j'ai une très bonne tenue, j'étais parmi les meilleurs de la classe, avec des enfants qui avaient le même âge que mes enfants. Donc après ça, il fallait préparer maintenant le doctorat. Je pense que Dieu merci, la thèse est prête. Elle est prête. Mais j'ai déjà fait une première présentation au grand oral. Oui. Ça a été concluant, mais j'ai des corrections à porter à la thèse et ça serait mis en instruction. Et très bientôt, si Dieu le veut, ça serait la soutenance. Et bientôt, on vous appellera docteur Maférima. Je serai très ravie, très heureuse. Alors, comment rentre-t-on dans la politique? Pourquoi la politique? Parce que vous êtes vice-présidente du conseil régional. Est-ce que ce n'est pas un monde qui vous fait peur? C'est vrai, la politique me fait très peur. Et si je suis rentrée dans la politique, en fait, c'était pour pouvoir aider la communauté, mes parents, comme je vous l'ai dit depuis jeune. Et puis, j'ai été conseillère municipale à Cocody. Donc, j'habite Cocody. Je me dis quand c'est une politique positive, en fait. C'est-à-dire que pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, des personnes avec qui nous vivons en communauté, c'est véritablement mon objectif. Et je suis allée au village parce que le président Fofana Boaké m'a fait confiance. Il m'a appelé, il dit « Ah, ma soeur, je veux que nous travaillions ensemble. » Et tu sais, le village, moi, c'est trop compliqué. J'aime pas trop voyager, aller. Il dit « C'est pas bien grave. » Parce que tu as fait déjà un pas en allant vers les femmes du village, essayer de les organiser en fédération. Donc, je voudrais que nous travaillions ensemble. Donc, nous sommes allés battre la campagne, Dieu merci. On a été élus. Donc, il m'a nommé comme premier vice-président. Et là, c'est vraiment aider nos parents, apporter notre assistance à la communauté, à la région.
Alors, dans tout ce parcours, vous avez vécu beaucoup de choses parce que ce n'est pas du jour au lendemain que cela s'est fait. Je l'ai dit tantôt, vous êtes très impliqué concernant les femmes, la promotion de la femme. Vous êtes très impliqué aussi avec les hommes, le quatrième pouvoir, les médias. Alors, est-ce qu'arrivé un moment dans tout ça, surtout sur le plan politique, vous vous êtes dit, c'est bon, je laisse tomber, je suis fatiguée, trop c'est trop? Bon, je n'ai pas dit trop c'est trop. Vous savez, la politique, c'est un monde à part. La politique est très, très, très difficile. La politique, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de délation. Comme je vous dis, ce n'est pas faire la politique pour la politique. Oui. En fait, quand j'ai fait la politique, je n'avais pas d'arrière-pensée, dire, bon, la politique va me rendre riche, la politique va me donner cela. Non. Ce que je faisais, c'était pour apporter ma contribution. Par exemple, je suis allée à l'épée dans le cadre des élections des délégués départementaux du RDA en son temps. Et quand je suis arrivée à l'épée, l'école dans laquelle devrait se dérouler cette élection, vous ne pouvez pas comprendre dans quel état de délabrement, dans quel état de... C'était vraiment pitoyable. Parce qu'il y avait eu une grande pluie qui a fait tomber tous les pans de l'école, la culture. Et l'école même était vraiment mal en point. Je ne voulais même pas rentrer. J'ai dit, mais comment on peut avoir un lieu et dire que c'est une école? Parce que je n'étais pas habituée à cela. Nous, quand on était à l'école primaire, ce n'était pas comme ça. Donc, je dis, bon, j'ai des amis que je connais qui font aussi les œuvres sociales pour pouvoir aider l'école. Il n'était que, bon, entremetteur pour aider cette école. Et je leur ai fait appel et ils ont répondu favorablement pour sortir l'école de cet état de délabrement. Mais c'était vraiment mal vu. Ils disent que non, elle veut se montrer, elle veut faire... Non, c'était pour aider les jeunes. Quand on a fini de faire cette école, de reconstruire la clôture, de faire la peinture de l'école, de remettre les choses, mais la joie des enfants, sur le visage des enfants, c'est ça mon bonheur. J'ai eu cette chance-là. Je me vois à Djamé, au quartier Brié, et je me vois aujourd'hui, j'avais combien? Si je peux avoir peut-être 500 000 comme salaire, et là aussi je dois dire merci à Alassane Dramane Ouattara, notre président, parce que moi je suis fonctionnaire depuis plus de 30 ans. Mais mon salaire, avant qu'il ne vienne, j'étais à la moitié, je ne vais pas vous dire mon salaire, la moitié de ce que je gagne aujourd'hui, puisque nos salaires étaient bloqués. Ça a triplé pratiquement. Ça, c'est des choses qu'il faudrait dire. Ce n'est pas pour faire de la campagne, mais c'est des choses positives, des actes positifs qui ont été posés par le président. Il faut le dire. Il faut qu'on dise que bon, c'est quelque chose de bien. Pour la femme aussi, on se battait quand nous étions jeunes fonctionnaires. On était tous rentrés, puisque c'était un groupe que le président, Félix Houphouët-Boigny, avait intégré dans la fonction publique. On avait les mêmes catégories, les mêmes grades, et les hommes gagnaient plus que nous. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'IGR, ils gagnaient plus, parce que c'était les hommes. Quand ils sont mariés, ils ont à la charge des enfants, ils gagnaient plus. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là, c'est réglé. Tout ça, ça a été réglé. Et puis aussi, il faut dire, sans Alassane, nous tous nous étions à la retraite. J'ai dit j'avais 30 ans. J'ai eu déjà 30 ans. Mais des amis qui avaient 30 ans avant l'arrivée sont allés très jeunes à la retraite. Sans pouvoir bénéficier de tout ça, là, sans pouvoir mettre leur expérience au bénéfice de la jeune génération. Parce que c'est quand on prend de l'âge, quand on a bien maîtrisé sa carrière, on peut faire bénéficier de ce que nous avons eu comme expérience à la jeune génération. Donc tout ça pour lui dire encore merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas de la politique, je ne fais pas de la politique dans ce sens-là, c'est dans notre carrière ce qu'il a fait pour nous les fonctionnaires. À l'endroit des femmes, tout doucement nous nous acheminons vers la fin de cette émission, à l'endroit des jeunes filles et des femmes, quel est votre message? Dis à la jeune fille de ne jamais compter. Depuis que je suis en train de vous parler de moi, je n'ai jamais dit que je comptais sur telle ou telle personne.
j'ai compté un peu sur moi-même. Et comme il y a toujours une main providentielle dans tout ce que nous faisons dans le monde, j'ai eu des personnes qui nous ont aidés. J'ai eu très jeune mon père spirituel, M. Jean Taï, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait aimer l'école, qui m'a fait aimer tout ce que je suis en train de faire, de ne pas rester derrière. Et en allant plus loin, il y a M. Kessé aussi. Ce sont des personnes que Dieu met devant, comment dirais-je, sur notre route, sur notre chemin, pour nous permettre d'aller de l'avant. Vraiment, il ne faut pas s'asseoir, croiser les bras ou bien compter sur telle ou telle personne pour avoir quelque chose. Il faut se battre. Même quand on tombe, il faut se dire qu'un jour, le Tout-Puissant va nous donner un moyen, une canne pour nous relever. C'est la main de Dieu. Et aux jeunes filles, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement l'école. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à l'école. Il y a d'autres métiers. Que tu sois sur le plan intellectuel ou que tu aies autre métier, il faut toujours croire en ce qu'on fait, que Dieu il est toujours présent. 15 décembre 1994, nous avons ce document où il y a votre photo. Que de souvenirs. Que de souvenirs. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu? C'était le baptême de notre promotion. Oui. Henri Konabédié. Et j'ai été choisie comme c'était la première plaquette où on devrait faire figurer une personne sur la plaquette. Et j'ai été choisie. Et que des souvenirs. Je suis un peu triste parce que bon, c'était un peu suite à... On venait de nous, quand j'ai fait la photo, on venait de nous dire que notre président bien-aimé venait de décéder. Donc, comme c'était le papa de tout le monde, nous avons tous pleuré. Et ce jour, il y a son Ognès, son protocole, qui m'a appelé, qui m'a dit, mais pourquoi vous êtes triste sur la photo? J'ai dit, non, je venais de pleurer. Et vraiment que des souvenirs. Que des souvenirs. Alors, avant donc de vous donner l'occasion de mettre quelques mots dans notre livre d'or, nous sommes en 2020. C'est l'année électorale. Aujourd'hui, le président a fait son annonce qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat. On avait eu tellement de stress, on s'est battu, on s'est crié là-dessus, on s'est acharné sur certains politiciens. Aujourd'hui, le président entre dans l'histoire de l'Afrique en faisant ce discours. Alors, vous, en année électorale, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple ivoirien et à tous ceux qui résident sur le territoire ivoirien? Vraiment, ce que le président Alassane, depuis mes derniers propos, je ne parle que de lui. Ce serait un autre président, il allait se dire, je n'ai pas encore fini. Il reste beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de chantiers. Laissez tous ces chantiers pour dire, je respecte ma parole. J'avais demandé 5 ans. J'ai redemandé 5 autres années. Je ne veux plus d'autres années. J'arrête et je laisse la place à la jeune génération. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si ce n'est pas un adepte du fouet, si ce n'est pas un homme de paix, si ce n'est pas un homme de cette envergure, un homme d'État exceptionnel qu'il fait aujourd'hui. Et je pense que ça doit habiter tout le monde. Tout le monde doit se mettre dans cette situation pour dire que le pouvoir, c'est pour un moment donné. Après, il faut laisser aux autres. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Et moi, quand j'ai entendu cette annonce, ça m'a glacée. Parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je demande que tout ce qui va être fait, et que ce soit fait dans la paix, comme il a fait aujourd'hui dans la paix. Parce que rien ne vaut la paix.
Nous, on était là en 2010, 2011. Ah On a oui. vu ce que c'est que cette guerre d'une semaine. On a pensé que c'était 1 an. Il ne faudrait pas qu'on retombe là-dedans. Il faut qu'on regarde autour de nous. On regarde la sous-région. On regarde ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. En 10 ans, c'est beaucoup. Et que ceux qui se battent pour succéder au président regardent cela pour continuer. Il ne faudrait pas qu'il y ait de rupture. Il faut qu'on continue sur ce chemin, sur cette voie pour faire avancer le pays. Ce n'est pas nous, êtres humains. Le président a montré que ce n'est pas lui. C'est pas lui. Il peut faire beaucoup de choses pour nous. J'ai peur même. Parce que tout ce qu'il a fait, dans d'autres pays, on ne peut pas le faire. Parce que je vous ai dit que c'est un grand financier. Un grand financier, ce sont les finances aujourd'hui qui gouvernent le monde. Oui. Si vous n'avez pas d'adresse, de carnet d'adresse de ces grands financiers, vous pouvez financer comment votre pays, quel que soit l'impôt que vous allez recouvrir. Vous pouvez financer quoi? On est aidé par des emprunts, par des preuves que nous faisons de part et d'autre. C'est ce qui nous fait avancer. Donc, dire que le président, c'est un grand homme. Aujourd'hui, il vient de démontrer que c'est un grand homme. Votre mot de fin dans ce livre d'or que vous allez remplir et ensuite nous dire, nous le lire. Je dis, c'est avec un très grand plaisir que je me suis soumise à cet exercice très exaltant. Et je voudrais vous dire merci et vous renouveler ma profonde gratitude et reconnaissance. Et que le Tout-Puissant Dieu vous assiste dans votre jeune carrière et vous comble de joie et de bonheur dans cette carrière. Et que notre pays, la Côte d'Ivoire, respire la paix et vit dans la stabilité. Vit dans la stabilité, vive la Côte d'Ivoire et que vive votre entreprise, tout simplement. Merci beaucoup à vous, vraiment merci Madame Mbaya. Ce fut un plaisir de vous avoir. Vous nous avez ouvert les portes de votre maison, que Dieu vous le rende aussi. Nous espérons simplement que vous avez appris un peu plus sur Madame Mbaya Maferima Bamba. Nous espérons que vous avez apprécié. On vous l'a dit, c'est à Get to Know Me que vous apprendrez à découvrir les politiques de ce monde. On se dit à très bientôt.